Bonsoir Didier Migaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice, numéro 2 du gouvernement, ancien député socialiste. Vous avez aussi été premier président de la Cour des comptes et dans cette période de débat budgétaire, ça a son importance. On parlera de votre budget dans un instant, de l'état de la justice, de la question aussi des violences sexistes et sexuelles, de votre cohabitation avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé près de Rennes. Un enfant de 5 ans blessé par balle à la tête hier soir. Le jeune garçon qui se trouvait dans le véhicule de son père quand celui-ci a été visé par des tirs d'armes à feu. Son pronostic vital est toujours engagé. Je rajoute que le père de l'enfant était connu des services pour usage et vente de stupéfiants. Il y a quelques minutes, Bruno Retailleau a annoncé l'envoi de la CRS 82 pour lutter, je cite, contre les narco-racailles. C'est son expression. L'État est impuissant pour lutter contre le narcotrafic, Didier Migaud? Il ne faut pas qu'il le soit. Vous savez que le garde des Sceaux que je suis ne peut pas commenter une affaire individuelle, mais ce sont à chaque fois des tragédies. C'est une menace gravissime, grandissante. C'est une commission d'enquête qui a parlé d'une France submergée par le narcotrafic. Il faut que nous puissions avoir des réponses fermes, rapides et efficaces. Et on voyait la CRS 82, ça suffit. On a le sentiment, quand il se passe ce genre de drame, qu'effectivement, régulièrement, les ministres de l'Intérieur annoncent l'envoi de ces types de brigades. C'est pour ça que je posais la question de l'impuissance de l'État face à ce drame. Nous luttons aujourd'hui à armes totalement inégales. C'est un chiffre d'affaires au minimum de 3,5 milliards, comme l'avait dit l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, là, Bruno Le Maire, avec des possibilités de corruption, d'ailleurs, au niveau de l'ensemble des chaînes. Donc il faut que nous puissions avoir cette réponse ferme. Nous y travaillons. Il y a des mesures qui doivent être prises par le ministre de l'Intérieur, par le ministre de la Justice, et nous devons travailler ensemble. Vous reprenez le terme de narco-racaille à votre... Voilà. Les termes n'ont pas d'importance en l'espèce. Ce qu'il faut, c'est lutter et apporter une réponse rapide, ferme et surtout efficace. Les mots sont peu importants. Non, mais là, ce mot-là, comment dire, est marqué. Mais racaille, c'est insuffisant comme terme. D'ailleurs. Bon, parce que ce sont des criminels. Ce sont des méthodes ultra-violentes qui sont reprises de la part des cartels sud-américains. Donc il faut que nous puissions... Et lorsqu'on parle de la France elle est en voie de mexicanisation quand on voit ce qui s'est passé hier soir. Oui, je le dis. Vous avez... C'est pas seulement Marseille, Grenoble, un certain nombre de grandes avec villes le Mexique qui sont prises. Est pertinent selon vous? Ce sont des méthodes qui sont reprises des cartels sud-américains. Alors nous n'en sommes pas encore là, d'où la nécessité pour nous de réagir rapidement et de façon concertée avec le ministre de l'Intérieur. Un mot sur les mesures. Votre prédécesseur Éric Dupond-Moretti avait annoncé la création d'un parquet national contre le crime organisé sur le mode du parquet national antiterroriste. Ça en est où, ça ? Ce que je souhaite, c'est proposer une organisation plus efficace qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Mais donc ça veut dire que vous ne reprenez pas à votre compte cette proposition ? Pour reprendre le parquet national, il faut une disposition législative. Cette disposition législative, elle ne pourra pas intervenir avant plusieurs mois. Or, il y a besoin d'une réponse beaucoup plus rapide. Mais ça reste d'actualité, ce parquet national contre le crime organisé ? Et puis nous devrons en débattre bien évidemment avec les parlementaires. Didier Migaud, je voudrais qu'on parle du budget et du vôtre plus précisément comme ministre de la Justice. Vous avez menacé de quitter le gouvernement si vos crédits n'étaient pas augmentés en disant « je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement si on en restait à la lettre plafond ». Le volet dépenses sera examiné dans quelques jours à l'Assemblée. Vous avez dit avoir obtenu des garanties. Donc question très simple, est-ce que ça veut dire qu'à l'euro près, vous avez obtenu l'assurance auprès du Premier ministre que vous aurez bien les 487 millions d'euros d'augmentation qui avaient été votés dans la loi de programmation? Non, je ne suis pas aussi maximaliste que ça. Donc vous aurez moins? Étant conscient qu'il y a une situation budgétaire dégradée et que tout le monde doit en prendre conscience. Ce que je veux, c'est être en mesure de respecter les engagements qui ont été pris en termes d'augmentation d'effectifs, en termes de rémunération aussi, s'agissant des magistrats, oui, mais Didier Migaud, si vous n'avez pas les 487 millions, c'est difficile de tenir l'engagement effectivement qui était 1500 magistrats et 1800 greffiers supplémentaires d'ici 2027. Si vous avez moins d'argent, ça veut aussi dire moins d'argent pour embaucher, moins d'argent pour les payer. Non.
Tout dépend de l'enveloppe qui sera arbitrée par le Premier ministre, mais il y a un certain nombre je dirais de dépenses d'investissement qui peuvent éventuellement être portées, qui ne touchent pas justement aux effectifs. On a un programme, j'aurai l'occasion d'actualiser ce programme de construction de prisons, parce que nous sommes en retard sur ce programme. Donc vous avez un certain nombre de crédits qui ne sont pas obligatoirement utiles. Ouais. Donc je souhaite que la relance permettent de respecter les engagements. Vous savez, les États généraux ont fait le constat d'une justice sinistrée. Elle n'est pas encore réparée, donc il faut maintenir l'effort. Mais donc Didier Migaud, ce que vous dites est paradoxal. Vous dites il faut qu'il y ait cette rallonge. Et en même temps, vous dites je suis pas maximaliste, je n'aurai pas les 487 millions d'euros qui pourtant avaient été inscrits dans la loi de programmation. Il faut obtenir ce qui nous permet de respecter les engagements qui ont été pris en termes d'effectifs. Et ça, j'y tiens. Et d'ailleurs, sans obtenir autant d'argent que ce qui a été voté. Mais sans obtenir, il faut ensuite rentrer dans le détail. Peut-être que les 487 millions sur 2025 ne sont pas utiles pour respecter la totalité des engagements qui ont été pris. Donc, c'est ma préoccupation, l'objectif qui est le mien, de faire en sorte que tous les engagements qui ont été pris en termes d'effectifs soient effectivement tenus. Nous sommes très en retard en France par rapport au budget à consacrer à la justice. Nous sommes en retard par rapport à tous les autres pays. Nous sommes parmi les derniers de la classe en ce qui concerne l'effort. C'est un peu plus de 10 milliards. Les dépenses de l'État, c'est 500 milliards d'euros. Voilà, nous sommes 2% du budget. Et en termes de comparaison avec le produit intérieur brut, la France est très en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Italie, et je pourrais citer beaucoup d'autres pays. Vous êtes moins convaincant que votre prédécesseur, Éric Dupond-Moretti, qui avait, lui, réussi à obtenir des augmentations de budget substantielles. Éric Dupond-Moretti faisait partie du gouvernement qui a arrêté la lettre plafond. Donc arrêtons de nous opposer, c'est complètement ridicule. Battons-nous pour obtenir les crédits qui nous permettent de faire en sorte que les engagements soient effectivement tenus. Quand je vois tout le travail qui est fait par les magistrats, par les personnels de greffe, par les personnels pénitentiaires, il est important qu'on puisse justement les aider à faire face. Vous savez, tous les problèmes de la société viennent devant la justice. Mais il faut lui donner les moyens de les traiter. Didier Migaud, je voudrais revenir sur un paradoxe. Avant de devenir garde des Sceaux, je le disais, vous avez été entre 2010 et 2020 premier président de la Cour des comptes. Vous scrutiez avec beaucoup de sévérité la façon dont les comptes publics étaient gérés. Écoutez par exemple ce que vous disiez, c'était le 9 février 2019 sur France Inter. Ce que nous constatons, c'est un haut niveau de dépenses publiques, et une fois de plus, il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur ce niveau de dépenses publiques, mais nous sommes parmi donc les pays qui dépensons le plus. En revanche, nous ne sommes pas toujours parmi les pays qui a l'action la plus publique, la plus efficace et la plus efficiente. Nous avons des marges d'efficacité et des marges d'efficience. Quand vous êtes devenu ministre de la Justice, vous avez oublié ce que vous professiez à la Cour des comptes? Pas du tout. J'ai en tête tous les rapports de la Cour des comptes qui dit que, y compris au niveau de la justice, nous avons des marges d'une meilleure efficacité encore, compte tenu d'une organisation qui peut être encore meilleure, compte tenu d'un certain nombre de réformes. Et pourtant, vous réclamez plus d'argent, alors même qu'à la Cour des comptes, vous expliquiez que, tout ne pouvait pas passer par des augmentations de dépenses publiques, qu'il fallait faire des réformes structurelles. Mais je vais en faire aussi au niveau de la justice, mais je ne retire rien à ce que j'ai dit. Mais si vous regardez avec attention les rapports de la Cour des comptes, vous verrez que la Cour des comptes dit que la justice a aussi besoin de moyens supplémentaires, que c'est un des rares secteurs, d'accord, où la Cour des comptes dit que des moyens supplémentaires sont tout à fait justifiés. Et d'ailleurs, je pense que l'on peut maîtriser nos finances publiques tout en conservant des priorités. Vous savez, il y a beaucoup de pays tout autour de nous qui arrivent à maîtriser leurs finances publiques et avoir des priorités, notamment sur le domaine régalien. Didier Migaud, vous avez raison, mais vous voyez bien la difficulté. Donc il n'y a pas de paradoxe ni de contradiction de ma part. Si chaque ministre arrivait sur un plateau de télévision, à la radio, en disant « si mon budget en reste là où il a été négocié dans la lettre plafond, je m'en vais ». Comment baisser les dépenses publiques si chaque ministre considère que son budget doit être sanctuarisé, doit être augmenté? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous pouvons maîtriser nos finances publiques tout en conservant des priorités. Et je pense que la justice, la sécurité sont effectivement des budgets prioritaires qui ont été... La justice a été sacrifiée pendant des années et des années.
c'est la situation qui a été décrite par les États généraux de la justice. C'est une situation, je l'ai dit, de justice sinistrée, et c'est le résultat de l'abandon pendant des années et des années. Eh bien, c'est tout à fait légitime que ce budget soit prioritaire. Mais donc, vous resterez au gouvernement parce que la rallonge qui vous sera accordée vous satisfait? Écoutez, je fais tout à fait confiance au Premier ministre. Il a pris des engagements auprès de moi. Puis il partage aussi, je pense, cette préoccupation de donner les moyens à la justice. Donc vous serez encore ministre de la Justice à l'issue de la discussion de ce budget? Écoutez, en tout cas, j'attends avec confiance l'arbitrage du Premier ministre. Vous dites pas tout à fait oui avec certitude? Si, parce que oui, on a beaucoup surexploité d'ailleurs la déclaration que j'ai faite, parce qu'en fait, je n'ai jamais menacé de démissionner. Vous avez dit, je vois pas ce que je ferais dans un gouvernement si on en restait à la lettre plafond. Eh ben oui, mais le Premier ministre, lorsque je suis entré au gouvernement, m'a dit qu'il augmenterait la lettre plafond. Donc, vous voyez, je suis cohérent. Plus globalement, Didier Migaud, sur la situation budgétaire. Je voudrais avoir le regard de l'ancien président de la Cour des comptes sur l'état des finances de la France et notamment sur une double casquette qui était la vôtre, puisque quand vous étiez premier président de la Cour des comptes, vous étiez aussi président du Haut Conseil pour les finances publiques. Est-ce que vous considérez que c'est un institut fiable, sérieux? Ah oui, bien sûr. Oui. Et la Cour des comptes aussi. Et donc le Haut Conseil pour les finances publiques? Et le Haut Conseil des finances publiques. Oui. Alors comment comprenez-vous le fait qu'il y ait un décalage entre ce que dit le gouvernement qui explique que l'effort repose aux 2/3 sur une baisse de dépenses et à 1/3 sur les hausses d'impôts, alors que ce Haut Conseil pour les finances publiques, que vous avez présidé donc quand vous étiez premier président de la Cour des comptes, dit c'est pas vrai, c'est 70% de hausse d'impôts et seulement 30% de baisse de dépenses? Oui, il n'est pas aussi affirmatif que ça. Il dit que c'est un risque, que vous ayez des organismes indépendants qui attirent l'attention d'un gouvernement. Ce sont des avis que donne le Haut Conseil des finances publiques et c'est toujours éclairant, mais intéressant il dit bien qu'il y aura gouvernement. Davantage de hausse d'impôts. Mais nous le verrons, la discussion parlementaire n'est pas encore terminée. Et vous savez, dans l'immédiat, c'est toujours difficile de réduire la dépense publique parce que ce sont des mesures de moyen terme et de long terme. Et malheureusement, en France, nous avons un sujet autour de la dépense publique et nous ne sommes pas suffisamment préoccupés de l'efficacité, de l'efficience de la dépense publique. C'est un vrai sujet. Lorsque je disais tout à l'heure que nous sommes parmi les premiers, voire le premier s'agissant de la dépense publique, lorsqu'il s'agit de mesurer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique, nous sommes rarement sur le podium. Donc il y a bien un sujet. Vous diriez qu'Emmanuel Macron a bien géré les finances de la France depuis 2017 ? Je n'ai pas je suis ministre de la Justice. Ça ne vous a pas échappé. Je ne suis pas ministre des Finances ni de l'économie. Mais vous avez été 10 ans premier président de la Cour des comptes à avoir tous les ans, dans le rapport annuel, un avis lucide et souvent sévère sur la façon dont les comptes publics étaient gérés. Oui, sévère d'ailleurs à l'encontre de beaucoup de gouvernements, quels qu'ils soient. Et Emmanuel Macron de gauche et de droite, avec un certain nombre de gouvernements qui ont eu à faire face à des crises qui ont fait que il y a eu des conséquences aussi sur la situation de nos finances publiques. Dire que ça a été un bon gestionnaire. Non, mais je ne dis c'est injuste, je pense, ce que vous dites, et je ne ferai le procès de personne. Ce que je constate, c'est que la France et les responsables publics se sont insuffisamment préoccupés de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique. Et ça, je l'ai beaucoup regretté, à la fois comme député et comme premier président de la Cour des comptes. Didier Migaud, je voudrais parler du binôme que vous formez avec votre collègue ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pas franchement aligné, c'est un euphémisme. Vous aviez dit, quelques jours après votre prise de fonction, le laxisme de la justice n'existe pas. Eh bien, visiblement, vous n'avez toujours pas convaincu votre collègue. Voilà ce qu'il dit avant-hier dans les colonnes de la Dépêche du Midi. Ouvrez les guillemets, aujourd'hui, la sanction arrive seulement quand les délinquants ont déjà un lourd passé judiciaire. J'ai visité la Courneuve où un policier s'est vu prescrire 40 jours d'arrêt après qu'un mineur lui a brisé la main. Ce jeune avait 33 antécédents judiciaires, dont un vol avec acte de torture, mais il n'a jamais été incarcéré. Comment mobiliser les policiers si la réponse pénale n'est pas à la hauteur, s'interroge-t-il. Comment est-ce que votre binôme peut fonctionner avec des visions aussi diamétralement opposées ? Il ne vous a pas échappé que le gouvernement n'était pas monocolore.
Ah, ça c'est sûr. Mais ça peut. Là, c'est pas seulement pas monocolore. C'est diamétralement opposé. Il faut rechercher les compromis. Moi, j'ai toujours travaillé pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté d'être dans le gouvernement de Michel Barnier. Essayer de trouver des compromis, sachant que nous sommes dans une situation compliquée au niveau de notre pays, avec une dissolution qui n'est plus possible. Il y a un bloc qui est plus majoritaire que d'autres, mais sans avoir de majorité absolue. Donc, il faut bien essayer de travailler dans l'intérêt général. Et nous pouvons nous retrouver avec Bruno Retailleau sur un certain nombre de préoccupations, narcotrafic, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et je crois qu'on ne peut pas dire... Je pense à ceux qui nous regardent et qui se préoccupent de la façon dont l'action publique est conduite. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui, là, encore une fois, prend l'exemple d'un individu qui, selon lui, aurait dû être incarcéré et ne l'a pas été. Comprenez, encore une fois, preuve d'un laxisme judiciaire. Et pendant le même temps, vous, garde des Sceaux, vous dites... Il n'y a pas de laxisme de la justice. Comment est-ce qu'on peut mener efficacement une action publique quand on a deux ministres qui disent des choses aussi différentes? Non, si vous regardez objectivement les choses, les peines sont prononcées par les magistrats sont aujourd'hui plus longues qu'hier. Vous n'avez jamais eu autant de gens dans les prisons. Vous avez une surpopulation carcérale. Donc les magistrats font preuve de fermeté. Mais vous ne réussissez pas à convaincre Bruno Retailleau de cela? Non, il y a sûrement un temps d'exécution des peines qui est trop long. La justice est également trop lente. Donc je prends en compte bien sûr ces observations. Et il faut pouvoir trouver les solutions ensemble. Mais ça recoupe le sujet des moyens. Aujourd'hui, la chaîne pénale n'est absolument pas dimensionnée par rapport à toutes les attentes des citoyens et par rapport à tous les problèmes qui viennent devant elle. Donc c'est pour cela qu'il faut augmenter les moyens de la justice. Mais attaquer les magistrats, discréditer la justice, ne rend service à personne. C'est ce qu'il fait là, Bruno Retailleau, Didier Migaud. Quand il dit cet individu-là qui s'en est pris à un policier, il aurait dû être derrière les barreaux. La justice, c'est 2 millions de décisions sur l'année. La justice, c'est un travail au quotidien des magistrats, des personnels de greffe. Donc quand on dit il y a un laxisme judiciaire, on met en cause les magistrats. Mais c'est une caricature. Je sais que je ne vais pas dans le sens de l'opinion publique en le disant, mais la réponse pénale est ferme aujourd'hui. Alors qu'il puisse y avoir des problèmes, des dysfonctionnements, oui, bien sûr, et il faut essayer de travailler justement pour les surmonter. Et je suis tout à fait prêt à y travailler avec Bruno Retailleau et sur un certain nombre de manquements sur lesquels il peut pointer le doigt. Nous allons y travailler ensemble. Un point sur un des projets de Bruno Retailleau qui devrait donc porter une loi immigration en début d'année prochaine. Quelques mesures point par point. Il veut notamment rétablir dans ce projet de loi des mesures qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Je voudrais prendre un exemple. Il voudrait remettre dans la loi le conditionnement de certaines prestations sociales à la durée de résidence sur le territoire. C'est-à-dire faire une différence entre selon que vous êtes français et étranger en situation régulière pour toucher toute une série de prestations. Est-ce que ça, vous êtes favorable à cette mesure? Je ne commande pas des propositions qui n'ont pas encore été arbitrées par le Premier ministre. Attendez, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il souhaite que ça apparaisse dans un projet de loi. Il y a un Premier ministre qui vraisemblablement fera à un moment donné un arbitrage sur ce qui doit être présenté au Parlement. À ce moment-là, je pourrais commenter. Mais Didier Migaud, vous avez des convictions en la matière? Oui, j'ai des convictions. Et donc votre conviction sur ce sujet-là? Elle regarde mes collègues du gouvernement et c'est à moi de peser pour faire en sorte que on trouve les compromis nécessaires qui ne remettent pas en cause les convictions des uns et des autres. Est-ce que cette mesure de conditionner des allocations au fait d'être sur le territoire depuis X années est contraire à vos convictions? Ce que je recherche avant tout, c'est l'efficacité d'un certain nombre de mesures. Or, il ne suffit pas de prendre un certain nombre de mesures telles que celles que vous présentez pour que ce soit efficace au regard des objectifs que l'on tient. Donc je me méfie des mesures qui apparaissent comme ça, un peu faciles, et qui en fait... confronté à la réalité, ne donne aucun résultat. C'est comme les peines planchées. Quand vous regardez ce qu'ont donné les peines planchées, en fait, ça a été un échec. Bon, alors, je veux bien qu'on fasse à nouveau des propositions, mais moi, je recherche l'efficacité. Vous diriez, comme Bruno Retailleau, que l'immigration n'est pas une chance pour la France? L'immigration est une chance pour la France, l'immigration autorisée. Ce qui n'est pas une chance, et ce qu'il faut combattre, c'est l'immigration clandestine, bien évidemment. Mais lui ne fait visiblement pas la différence entre les deux.
Eh bien, ça doit faire partie des échanges que nous aurons ensemble et nous avons déjà eu des échanges fructueux et je ne désespère pas de le convaincre sur un certain nombre de sujets. Ah, de le convaincre que l'immigration est une chance pour la France ? Mais je pense qu'il conviendra que tous ceux qui travaillent dans le secteur de la restauration, dans le secteur de l'hôtellerie, sont effectivement essentiels pour ces secteurs-là. Une toute dernière question sur l'immigration. Vous êtes garde des Sceaux, c'est-à-dire que concrètement, vous portez ces sceaux et vous apposez les sceaux en bas des réformes constitutionnelles quand elles sont décidées, quand elles sont votées. Bruno Retailleau considère qu'il faut changer la Constitution pour davantage maîtriser l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut changer notre texte fondamental? Il n'est point besoin de modifier en permanence la Constitution pour obtenir des résultats. Bon, travaillons pour faire en sorte qu'effectivement, nous puissions davantage maîtriser l'immigration clandestine, lutter contre le narcotrafic, qui est une menace, je l'ai dit tout à l'heure, gravissime. Mais il n'y a pas besoin pour cela de changer la Constitution. Il n'y a pas besoin de changer en permanence les textes constitutionnels. Nous avons déjà beaucoup de textes qui nous permettent de bien travailler. Et s'il faut les compléter, les parfaire, moi je suis tout à fait ouvert à partir du moment où on argumente. Didier Migaud, je voudrais qu'on parle du cas d'Andy Kerbrat, député insoumis arrêté en flagrant délit d'achat de stupéfiants. Il a reconnu les faits, promet d'entamer un parcours de soins avant de reprendre son parcours parlementaire. À gauche, on soutient le député face à ses addictions, mais au gouvernement, c'est l'inverse. Bruno Retailleau, encore lui, appelle ce député, je cite, à tirer les conséquences de ses actes. Est-ce qu'on peut rester député quand on a été interpellé en flagrant délit en train d'acheter de la drogue à un mineur dans le métro? Je vous rappelle que le garde des Sceaux ne peut faire aucun commentaire sur toute décision individuelle. Et je m'en tiendrai à ce principe. Mais Didier Migaud, là, vous voyez bien... Je m'en tiendrai à ce principe. Mais là, il y a une question politique d'exemplarité. Au fond, vous avez, dans cette affaire, sans parler du cas individuel, ceux qui disent, il y a une affaire d'addiction, il l'a reconnu, il va se faire soigner et il pourra rester député. Et d'autres qui disent, quand on fait face à ce type de fait qu'on reconnaît, on ne peut plus exercer de fonction publique. On ne peut plus être député. Je mets de côté l'aspect individuel. Oui, je parle en termes d'exemplarité. Sauf que, obligatoirement, on raisonne à partir de ce cas individuel. Et je ne veux pas rentrer dans ce type de commentaires. En revanche, sur l'exemplarité des élus, je me suis battu depuis des années, aussi bien au niveau de la Cour des comptes qu'au niveau de la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pour qu'effectivement les élus soient exemplaires. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus contrôlés d'ailleurs qu'il ne pouvait l'être hier, et tout cela va dans le bon sens. Et je continuerai à me battre pour cela. Sur cette question de l'exemplarité, Didier Migaud, c'est une question qu'on pose souvent au garde des Sceaux, au ministre de la Justice. Je vais donc vous la poser. Est-ce que pour vous, un ministre peut être mis en examen et rester au gouvernement, ou est-ce qu'il faut faire prévaloir ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur, qui veut que tout membre du gouvernement mis en examen doit quitter ses fonctions? Ce n'est pas à moi d'apprécier ce type de situation, vous le savez. Et puis vous avez le principe de présomption d'innocence. Vous avez d'ailleurs un certain nombre de ministres qui avaient été mis en examen, qui sont passés devant un tribunal et qui n'ont pas été condamnés. Et donc la jurisprudence Balladur, elle était quoi ? C'est pas inutile. C'est pas au garde des Sceaux que je suis de parler de ce type de jurisprudence. Moi, je dois veiller à la présomption d'innocence. Après, c'est pas moi qui constitue le gouvernement. Didier Migaud, vous parliez il y a un instant d'exemplarité en politique. Peut-être que ceux qui nous regardent se disent l'exemplarité en politique, ce n'est pas de dire que quelqu'un qui est mis en examen est coupable, puisque évidemment cette personne est présumée innocente, mais c'est de dire que pour la bonne conduite de l'action publique, c'est difficile d'être ministre et mis en examen. Je crois que c'est un problème de conscience au niveau des personnes qui sont concernées. J'ai toujours fait de l'exemplarité une priorité. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a des dispositifs à compléter pour davantage lutter contre les atteintes à la probité, contre la corruption. Je suis parmi ceux qui regrettent que le plan national de lutte contre la corruption ait 2 ans de retard aujourd'hui. Donc, comme garde des Sceaux, je vais veiller à ce que ce plan puisse être présenté le plus rapidement possible. Donc, j'en fais une de mes priorités. Une question assez simple. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous resteriez au gouvernement? Écoutez, j'espère que la situation ne se présentera pas. Oui, mais si elle se présentait?
Et pourquoi voulez-vous qu'elle se présente? Parce que vous avez, pour dire les choses, votre collègue ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est mise en examen pour corruption passive. Je ne crois pas avoir fait elle reste au gouvernement. je ne crois pas avoir fait des choses qui feront en sorte que je serai mis en examen. Alors peut-être s'il y a la diffamation, bon, non mais donc, qui entraîne une mise en examen pour clore cette discussion sur ce sujet, le sujet ne se pose pas. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être mis en examen et de rester au gouvernement. Le sujet ne se pose pas pour moi. En tout cas. Mais dans l'absolu, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de rester au gouvernement et d'être mis en examen. En droit, il n'y en a pas. Et après, en politique, c'est une question qui appartient à chacun. Et vous avez un avis sur ce sujet? Je peux avoir un avis, oui, mais je ne vais pas vous l'exprimer. Ah, et vous le gardez pour vous? Ben oui. Bon, donc je vous réinviterai peut-être pour espérer avoir une réponse sur ce sujet. Didier Migaud, pour terminer, je voudrais qu'on parle de... Vous savez, vous êtes libre de poser vos questions, je suis libre de mes réponses. Tout à fait. Et c'est ce que, je crois, les téléspectateurs constatent ce soir. Tout à fait, mais je n'ai pas de difficulté à assumer un certain nombre de choses compte tenu des combats qui ont toujours été les miens, notamment pour la justice et pour l'exemplarité. Didier Migaud, tous les regards continuent d'être tournés vers le procès des viols de Mazan et la force du témoignage de Gisèle Pelicot. Vous aviez dit être favorable à l'ajout de la notion de consentement dans la définition du viol. Est-ce que vous nous confirmez que la loi va évoluer en ce sens et que le consentement va être rajouté dans la définition du viol? Le président de la République s'y était également dit favorable. Oui, je suis favorable, en tout cas, à ce que nous puissions travailler à une rédaction. Il faut être préoccupé par le fait qu'il ne faut pas renverser la charge de la preuve, il ne faut pas focaliser sur la victime. Donc, il faut être très attentif à la rédaction, mais je suis tout à fait ouvert. J'ai reçu d'ailleurs les parlementaires qui ont présenté des propositions de loi et nous sommes tout à fait prêts, bien sûr, à y travailler. Et quelle pourrait être l'échéance? Est-ce que c'est une question de semaines, de mois, c'est une question d'ordre du jour au niveau de l'Assemblée. Vous savez si le Premier ministre Michel Barnier soutient cette initiative? Je pense qu'il l'a... Je ne veux pas parler pour lui, mais en tout cas, lorsqu'il m'a entendu, il ne m'a pas fait d'observation. Donc, ce qui ne dit mot consent. Je pense que à partir du moment... Mais il faut être, une fois de plus, prudent sur les termes. Vous savez, vous avez... La jurisprudence prend en considération cette question de consentement ou de non-consentement. Donc il faut faire attention à ce qu'une rédaction je dirais, ne soit pas plus préjudiciable aux victimes que la rédaction actuelle. Mais je pense qu'on est tout à fait à même de trouver les bonnes phrases. Et donc vous nous redites ce soir que vous êtes favorable à l'ajout de la notion de consentement dans la définition du viol, ce qui est effectivement demandé par un certain nombre de mais il y en a d'autres qui le contestent, compte tenu justement de cette préoccupation qu'elles peuvent avoir. Didier Migaud, je voudrais vous faire écouter les mots d'une avocate, celle de Nicolas Bedos. Il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, pour agression sexuelle. Écoutez ce que disait Julien Minkowski, c'était mardi soir sur BFM TV. Nicolas Bedos, il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait. Nicolas Bedos, il a été jugé pour ce qu'il est. Personne ne vous dira le contraire. Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche l'exemplarité. D'ailleurs, sur votre plateau même, et ailleurs, l'avocat de la partie civile est sorti de l'audience en disant « Ah bah, c'est une décision qui va faire œuvre pédagogique, c'est une décision exemplaire. » Mais depuis quand la justice vient piétiner les droits des accusés pour faire des exemples? La justice s'en sort là avec un bon coup de com', parce que comme c'est Nicolas Bedos, eh ben on va en parler. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous prononcer sur une affaire individuelle. Non, mais la justice ne piétine pas les droits. La justice, elle est indépendante. Il y a l'individualisation aussi des peines. Et vous savez, dans le cadre d'un procès, les juges ont connaissance d'un certain nombre de faits qu'obligatoirement nous n'avons pas, nous, en suivant le dossier de plus loin. Alors je peux comprendre l'avocate, mais si je ne peux pas accepter les termes qu'elle emploie sur la justice qui piétine les droits. Donc elle se trompe quand elle dit c'est un coup de com' de la justice?
La justice ne fait pas des coups de com'. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? Il y en a assez de discréditer en permanence le travail des magistrats. Je le répète, les magistrats, ils travaillent au quotidien pour justement protéger les citoyens, sanctionner ceux qui doivent l'être, et puis réparer et faire en sorte que les victimes puissent voir leurs dommages et intérêts reconnus. Donc voilà, la justice fait ça au quotidien. Il faut qu'on en soit conscient. Ça n'est pas d'ailleurs que la justice pénale, c'est aussi la justice civile qui concerne aussi encore plus nos concitoyens. C'est 1 600 000 décisions qui sont prises en matière civile. Et tout ça, c'est le travail au quotidien des juges et de l'ensemble de la chaîne judiciaire. Merci beaucoup, Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.